vous propose, on a été accompagné sur cette opération par BFM qui a réalisé différentes chroniques radio qui ont été diffusées tout au long de notre parcours. Je vous propose d'écouter la première chronique radio. Ça vous donnera une idée de ce qu'est l'opération. Si la régie peut me la diffuser, ce serait top. On ne travaille plus comme avant. L'habitat, les modes de vie, les technologies ont évolué. Et c'est en partant de ce constat que l'ameublement français, organisation fédérant 350 industriels de l'ameublement, a décidé de lancer une opération innovante, un Shadow Comex. Le principe, une compétition entre 15 équipes multidisciplinaires chargées de concevoir de nouvelles offres disruptives pour réinventer les espaces de travail. Une méthode d'innovation efficace pour Vincent Gruot, PDG du groupe Maginsia et membre actif de l'ameublement français. C'est un peu l'idée de l'open innovation, donc l'innovation ouverte, de faire interagir des profils différents, donc à la fois des jeunes étudiants en école de commerce, des jeunes designers, des jeunes ingénieurs, des experts du métier, à plusieurs et à plusieurs générations, on ira plus vite et plus loin. Le recrutement des participants a été lancé fin mars à l'occasion du salon Workspace Expo. La compétition s'achèvera mi-juin, 3 mois intenses ponctués par des phases de formation à l'innovation, de réflexion et de conception. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.ameublement.com. Voilà, donc c'était 3 mois, à peu près 2 mois et demi de démarche d'Open Innovation. Donc animé par l'ameublement français, suivi par BFM, suivi aussi, animé par les coachs d'Accessio, du pôle stratégie d'innovation que je dirige. Et puis aussi coaché en dernière ligne droite par les coachs d'HEC, Stéphane et Romain, qu'on peut remercier et saluer. Donc en fait, c'était essentiellement l'objectif, créer des nouveaux marchés sur le marché assez traditionnel de l'aménagement de bureaux et d'espaces de travail. Et notamment, on s'est appuyé sur la méthode que vous connaissez peut-être, qui s'appelle méthode stratégie au sang bleu, et que Marc va nous détailler, dont il va nous présenter les principes tout de suite. Hop. Voilà, donc on était sur un format Open Innovation, c'est-à-dire qu'on a impliqué des étudiants d'HEC, des étudiants de l'INSA aussi, de l'ENSTA, de Centrale, des MBA HEC, voilà, des étudiants un peu partout, plus à chaque fois dans chaque équipe des dirigeants de l'ameublement, donc des membres de l'ameublement français, et aussi des entrepreneurs, des start-upers plutôt seniors. Voilà. Et cette cuisine-là, ce mix, c'est un des piliers de l'Open Innovation. C'est comme ça qu'on peut s'affranchir et commencer à s'extirper d'un marché assez traditionnel. Parce qu'on commence à regarder vers l'extérieur avec des équipes pluridisciplinaires. Et aussi, c'est en s'appuyant sur des méthodes de rupture, comme stratégie au sang bleu, qui permettent de trouver des offres divergentes, de construire, en fait, de s'affranchir de son marché, de quitter la concurrence, de sortir des offres standardisées. Donc le point de départ, c'était ce constat d'un marché au sang rouge, l'aménagement de bureaux et d'espaces de travail, où en fait toutes les offres sont quasiment les mêmes. Et c'est le premier constat qu'ont fait les 15 équipes qui ont participé pendant 3 mois, en traçant ce qu'on appelle les courbes de valeur et qu'elles vont vous présenter juste après. En fait, c'est une évaluation de la valeur apportée aux clients par chacune des offres. Et quand on trace ces courbes de valeur sur vos offres, donc les 15 équipes ont à peu près couvert toutes les offres classiques de l'aménagement, de bureaux et d'espaces de travail, on se rend compte que les courbes sont quasiment superposées. C'est-à-dire que la valeur proposée aux clients est à peu près la même pour toutes les offres. Donc, on va vous présenter tout de suite, je passe la parole à Marc Boa-Colladon, qui est donc un des créateurs, qui a participé à la création de la méthode stratégie au sang bleu il y a une quinzaine d'années, et qui donc la déploie dans tous les grands groupes depuis 15 ans. Alors, la méthode stratégie au sang bleu, c'est démarré au début des années 90. En fait, il y a 2 chercheurs de l'INSEAD, qui est une business school qui est à Fontainebleau, mais très anglophone et anglo-saxonne. Donc un Coréen qui s'appelle Chen Kim et une Américaine qui s'appelle Renée Mauborgne. Ce qu'ils observaient dans leurs recherches, c'est que dans des tranches de vie d'entreprise, il y avait des périodes où il y avait une croissance très forte et rentable. Donc ils se sont posé la question de savoir quelles étaient les causes de ces succès, et derrière de monter un arsenal qui était basé à la fois sur les concepts et à la fois sur des outils.
Alors c'est là où je suis entré en jeu, puisque la volonté première par rapport à leurs publications, c'était que les publications concernent des outils qui étaient déjà testés en grandeur nature. Et comme j'étais consultant, que je suis toujours consultant, je les ai effectivement accompagnés dans le développement de la méthodologie. Alors ça a eu un succès considérable, d'abord par les articles qui ont été publiés dans Harvard Business Review à la fin des années 90. Derrière, on leur a demandé d'écrire un livre. Et ce livre a eu un succès phénoménal puisqu'il a été vendu à peu près 4 millions d'exemplaires à travers tout le monde et il a été traduit dans 42 langues. Alors la bonne nouvelle, alors ça a pris du temps, mais il y a un nouveau livre qui va sortir en anglais au mois de septembre et normalement en français au début de l'année prochaine, qui là ne sera pas basé sur des exemples historiques de gens qui ont fait de la stratégie Océan Bleu sans le savoir, mais qui va expliciter des cas d'entreprises ou d'entités qui ont utilisé stratégie Océan Bleu pour se développer. Donc voilà pour le départ. C'est toi qui... Alors, stratégie Océan Bleu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est relativement simple comme logique. C'est de dire, développer un océan bleu, c'est développer un nouvel espace marché. Pour développer ce nouvel espace marché, il faut venir en créant une valeur exceptionnelle pour le marché. Ce marché, je vais l'expliciter un peu plus tard, est composé de clients et de non-clients. Et pour créer cette valeur exceptionnelle, il faut qu'il y ait de la rupture. C'est-à-dire il faut offrir quelque chose qui soit complètement différent de ce qui existe aujourd'hui. Donc il faut casser les standards de l'industrie. Ça revient, en fait, un océan bleu, c'est un monopole pendant un certain temps, ce qui permet de s'affranchir de la concurrence. Et ce qu'on a découvert, c'est que pour créer ces marchés de rupture, il faut être très différent également des standards du marketing classique. Alors c'était une découverte, ça ne veut pas dire que le marketing classique soit mort, mais ça veut dire que si on veut faire effectivement une croissance rentable et rapide, il ne faut pas raisonner de manière standard par rapport aux principes qui existent depuis à peu près 1980 de la stratégie et du marketing stratégique. Alors, une des premières leçons, et vous allez tout de suite comprendre, c'est que dans Stratégie Océan Bleu, on ne va pas s'intéresser principalement aux clients, mais on va s'intéresser aux non-clients. Alors, une des découvertes majeures, et là, ça va être la palissade, c'est que les clients acceptent déjà vos défauts. Et donc, si vous voulez effectivement créer un nouvel espace marché, il va falloir attirer des nouveaux clients. Et ces nouveaux clients sont les non-clients. Donc, dans les entretiens que les participants ont fait, il y a eu quelques entretiens clients. Il y a eu également des entretiens non-clients pour savoir, au cours de l'expérience, où pouvaient se situer les blocages et où étaient les principaux enjeux clients. Parce que si vous voulez effectivement apporter de la valeur, il va falloir apporter de la valeur par rapport à ces enjeux des nouveaux clients. Alors, donc, on va vouloir créer une nouvelle offre. Autre découverte de stratégie Océan Bleu, c'est quand on veut créer une nouvelle offre, le premier mouvement qu'il faut faire, c'est éliminer. Une offre stratégie Océan Bleu doit être extrêmement simple pour être compréhensible. Il ne doit pas y avoir de barrière de compréhension. Et donc, on passe d'abord par l'élimination de certains standards de l'industrie. La deuxième étape, c'est qu'on va réduire également un certain nombre de standards de l'industrie. Alors, pourquoi on commence à faire ça plutôt que de créer? En général, les gens pensent que quand on va créer un nouveau marché, quand on va inventer un nouveau marché, il faut créer. Et la réalité, c'était une découverte importante de Kim et de Mauborgne, c'est qu'on passe d'abord par une élimination et une réduction. Alors, c'est un double intérêt, ça. C'est un intérêt de simplification pour la compréhension du marché. C'est également un intérêt par rapport au business model, puisque si vous éliminez et vous diminuez, vous allez effectivement impacter votre structure de coût. Alors, ceci peut vous permettre éventuellement d'augmenter la valeur sur un certain nombre de standards de l'industrie qui sont aujourd'hui peu valorisés, ou de créer des nouveaux points de valeur pour l'industrie. Alors tout ça va se traduire à travers des courbes de valeur que vous allez voir tout à l'heure, puisque dans les 3 finalistes, il faut vous montrer les courbes de valeur qu'ils ont construites. Vous allez voir effectivement comment ils ont éliminé, réduit, augmenté et créé par rapport aux standards de votre industrie. Et je vous rappelle qu'on a travaillé sur l'aménagement de bureaux. Si tu peux passer à la slide suivante.
Alors tout ceci sera exprimé à travers une matrice qui est une matrice Océan Bleu qui a été créée par Accessio, dans laquelle ils vont montrer leur proposition de valeur. Ils vont effectivement, et ça c'est très important, puisqu'on est quand même très terre à terre, on n'est pas des rêveurs, le potentiel du marché, quels sont les non-clients qui sont visés, sachant qu'une offre stratégie Océan Bleu, ça va être... Effectivement, on va viser nos clients et après, on va récupérer des clients qui vont être intéressés par ces propositions de valeur. Ils vont expliciter quel était l'océan rouge de départ et puis ils vont expliciter ce qu'ils ont éliminé, ce qu'ils ont diminué, ce qu'ils ont augmenté et ce qu'ils vont créer. Alors, je vais passer la parole à Alban qui va vous expliciter sur un cas que vous connaissez tous, comment effectivement ce cercle vertueux fonctionne. Oui, alors, dans les exemples d'offres Océan Bleu connus, hein, il y en a beaucoup. Le choix est énorme. Ils sont détaillés, certains dans le livre, d'autres dans le livre qui va arriver là, en septembre. Nous, tous les ans, on fait les Blue Ocean Awards avec Accessio, donc qui mettent en avant des offres de start-up et de PME innovantes qui ont réussi à créer des offres Océan Bleu, donc qui sont des offres qui ont un potentiel de création de nouveaux marchés. Voilà, pour vous donner un exemple illustrant cette matrice qui a dû vous être distribuée justement pour là, entre-temps. Donc voilà, vous avez le one-pager de chacun des 3 groupes qui vont passer et vous avez la matrice de chacun. Si on prend l'exemple par exemple de GoPro, que vous connaissez tous, la Action Cam, la caméra sportive, qui a été lancée voilà, dans les années 2000 à peu près, on voit clairement que ça s'adresse en priorité à des non-clients. À l'époque, c'est le développement assez fort des réseaux sociaux, d'Internet, et on voit tous ces nouveaux usages qui arrivent, les adolescents, les sportifs, qui veulent partager au maximum leur vie, leur passion, leur sport au quotidien. Et c'est vrai que à l'époque, le marché au sang rouge, c'est le caméscope, qu'on a un peu à la papa, qu'on tient comme ça, qui est assez lourd, qui a un écran intégré, qui a un micro, etc., et qui n'est pas du tout fait pour répondre aux attentes de ces non-clients de l'époque, que sont les sportifs, les ados, voilà, qui souhaitent embarquer une caméra avec eux dans leur vie. Donc voilà, donc du coup, quand on pense à ces non-clients-là, on est incité, comme GoPro l'a fait quand ils ont créé leur offre, à éliminer des éléments standards de l'offre de l'époque. Donc à l'époque, les standards, c'est tous les caméscopes, hein, ça s'appelait comme ça, tous les caméscopes ont forcément un écran intégré pour voir. Et bien GoPro a supprimé cet écran. Ils ont tous une qualité sonore aussi assez intéressante. On a réduit la qualité sonore. Ils ont aussi tous une cassette intégrée, des mémoires externes ou la possibilité de... Voilà. Là, GoPro, quand il se lance, la taille mémoire est assez faible. On ne peut pas enregistrer plus de, je crois, 10 minutes de vidéo. Par contre, on va mettre le paquet, entre guillemets, dans l'offre, là où c'est important. Et dans le cas de GoPro, puisque l'objectif, la proposition de valeur, c'est de se mettre en scène dans son quotidien, on va améliorer énormément la qualité, la résolution de l'image. On va rendre possible un partage rapide sur les réseaux sociaux et on va créer aussi le selfie vidéo. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est GoPro ce qu'ils ont créé en termes de valeur, c'est le selfie vidéo qu'on partage sur YouTube et qui nous met en scène. Voilà. Pour donner un exemple, on verra tout ça en détail sur les offres proposées par les 3 finalistes. Là, c'est pour vous donner un petit rappel, un petit survol de ce qui a été fait pendant 3 mois, 2 mois et demi à peu près. Donc on a commencé au 15 mars, ça a été lancé, les phases de sélection. Donc on a retenu une quinzaine d'équipes. Et le 12 avril, on a lancé officiellement le Shadow Comex. Donc, première étape, on a sélectionné les équipes sur la construction justement de leur canevas stratégique, c'est-à-dire les courbes de valeur dont on vous a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, on leur a demandé de comparer les offres des grands acteurs de l'aménagement rural et des espaces de travail en termes de valeur. Et c'est sur ça, sur cette analyse du constat de départ, qu'on a sélectionné les équipes. Donc on est passé ensuite à 8
de 15 à 8, qui ensuite ont participé à toute la phase de production. Et donc le début de cette production a commencé d'emblée par une phase qu'on appelle d'exploration, où on est allé rencontrer les clients et surtout les non-clients dont Marc vous parlait à l'instant, ainsi que des acteurs de l'écosystème. Donc pour en fait, nous inciter les équipes à sortir d'une vue très marché traditionnelle. Donc on allait voir des influenceurs, des prescripteurs, on allait voir des architectes, des designers. Ils sont allés voir aussi des journalistes ou même des utilisateurs et aussi forcément des acteurs qui vont leur donner des idées de tendances sociétales, etc. Donc voir un peu ce qui se passe en dehors de son marché. Donc c'est la phase d'exploration. Et juste après, les prochains slides, je vais vous détailler les résultats de cette exploration en synthèse. Et c'est ce qui vous a été distribué aussi. Donc vous avez un des documents, une des pages qui s'appelle Synthèse de l'exploration. Donc je vais vous détailler juste après. La troisième étape, c'était la phase d'idéation. Une fois qu'on savait ce qu'attendaient, ce que voulaient en priorité les clients et non-clients, on a été capable de générer des idées focusées, qui se focalisaient là où c'était important pour les clients et non-clients. Donc on a généré plus d'une centaine d'idées sur tous les groupes, et on a parcouru ce qu'on appelle les 6 pistes Blue Ocean, donc voilà, qu'on ne détaillera pas ici, mais qu'on vous invite à regarder, notamment dans le livre. À l'issue de cette phase d'idéation, il y a une sélection. Les groupes ont conduit une sélection, utilisant notamment des outils Blue Ocean, ce qui leur a permis d'arriver à la construction de leur offre et à cette matrice Blue Ocean que vous avez sur les documents. Et donc à partir de cette matrice Blue Ocean, donc un jury en ligne a conduit des votes pour arriver aux 3 finalistes que vous allez voir aujourd'hui. Et tout ceci s'est fait en mode dématérialisé, en mode je dirais vraiment open innovation, ce qui permet de travailler avec des profils très différents qui sont... on avait des étudiants à Marseille, on avait des étudiants dans le Nord, en Bretagne, même des étudiants étrangers qui ont participé. Et tout ceci est possible grâce à ce qu'on appelle les plateformes d'open innovation, notamment celle qu'on a utilisée, qui s'appelle Agorize, qui est dédiée à l'organisation de challenges d'open innovation. Donc vous avez Mathilde Bianchi qui est présente ici, qui représente Agorize. Donc, voilà, donc, si vous avez des questions sur le fonctionnement des plateformes d'open innovation, elle est là. Voilà, donc à l'issue de cette phase de sélection des finalistes, donc, les 3 finalistes ont prototypé, chacun pendant 15 jours à peu près, donc en mode vraiment quick and dirty, donc on est vraiment sur du lean startup, on avance le plus vite possible. Ils ont prototypé donc des démonstrations qu'ils vont vous faire là tout de suite, juste après. Voilà, et donc aujourd'hui, vote en ligne sur Klaxoon de l'ensemble du public. Voilà, donc je vais vous présenter juste avant de passer la parole aux 3 finalistes, les enseignements. Donc c'est la feuille qui vous a été distribuée. Donc rapidement, donc on ne va pas rentrer en détail, mais on a identifié dans cette démarche des non-clients, donc qui sont listés ici. Donc on va aller tout de suite aux résultats. Donc c'est ce qu'on appelle une matrice. Une carte d'utilité, pardon. Carte d'utilité, elle est imprimée, vous avez le détail sur la feuille. Donc en fait, ça, carte d'utilité, c'est le résultat entre 40 et 50 entretiens qui ont été réalisés par les 8 groupes sur en fait des clients et des non-clients du marché. Et donc en fait, on a identifié donc en colonne de la matrice de la carte d'utilité, vous avez ce qu'on appelle le cycle d'expérience. Donc c'est les grandes étapes par lesquelles passent les clients et les non-clients quand ils sont en train de rechercher ou d'utiliser des solutions d'aménagement de bureau. En ligne, vous avez ce qu'on appelle les leviers d'utilité. Donc en fait, c'est une vue, je dirais, utilitaire en termes... Le bleu, c'est tout ce qui est fonctionnel, voilà, tout ce qui est fonctionnel, et le rose, tout ce qui est émotionnel. Voilà. Donc c'est ce que votre offre, en fait, la nature d'utilité que votre offre va apporter aux clients et aux non-clients. Et donc ça, c'est le résultat, c'est le carte d'utilité d'une quarantaine d'entretiens où on a compté les enjeux. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important, à tel moment sur la colonne, donc c'est le positionnement sur le cycle d'expérience, ou en termes d'utilité, donc c'est le positionnement en termes de levier d'utilité.
Et ce qui nous a permis de passer donc du quali au quanti, donc ces entretiens qui durent chacun 2 heures un minimum. Donc on va vraiment dans le détail de l'expérience du client et du non-client. Et on a ressorti donc, on a ressorti ce qui est donc en rouge le premier ordre et ce qui est en orange le second ordre. C'est là où il y a le plus d'enjeux en fait. Donc on a compté tous les enjeux qui nous ont été donnés sur les 40 entretiens. Et donc ce qu'on a vu, ce qui ressortait, c'était le moment en priorité, en premier ordre, de la recherche de solutions d'aménagement. Sur l'utilité, simplicité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir de l'exploration qui a été conduite, c'est que le client et le non-client trouvent que cette phase de recherche de solutions d'aménagement est complexe. Ils ont du mal à trouver la bonne solution, le bon prestataire. Voilà, ils ne savent pas où chercher. Ils ont besoin de répondre à des évolutions de leur entreprise qui sont complexes. Puisqu'aujourd'hui on les sollicite sur la réorganisation, la transformation, la collaboration interne, la culture, le travail à distance, etc. Et ils sont perdus et ils ne savent pas du tout faire le lien avec l'aménagement. Voilà. En gros, ce que leur boss leur demande ou leurs actionnaires, ils n'arrivent pas à le traduire dans une réalité d'aménagement. Et le second ordre, donc, ce qui est, voilà, comme vous le comprenez, un niveau un petit peu moins important que donc cette recherche, la simplicité dans la phase de recherche, c'est donc à l'utilisation. Ils souhaitent absolument qu'il y ait une adhésion des collaborateurs, qu'ils soient heureux, que l'aménagement leur apporte voilà, un vrai sentiment d'appropriation. Alors ce levier d'utilité-là, il s'appelle fun, mais c'est en anglais. C'est plutôt voilà, se sentir bien, voilà, que ce soit agréable. Donc là, les enjeux sont essentiellement que les utilisateurs au quotidien sentent qu'on prend en compte leurs attentes, qu'ils soient accompagnés au changement, qu'ils se sentent confortables, réduire leur stress, réduire le bruit, etc. Voilà. Donc vous avez cette synthèse sur le pager qui vous a été distribué. Donc on va passer tout de suite aux présentations des 3 groupes finalistes. Alban, si je peux me permettre, ouais. J'ai juste un mot à rajouter avant que vous voyez les 3 finalistes, puisqu'on va vous demander de voter. Alors, en général, on me demande, mais stratégie océan bleu, est-ce que ça marche partout? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir sortir ces idées qui sont divergentes, qui sont simples, qui visent des valeurs qui sont recherchées par les non-clients? Alors, il y a 2 réponses à ça. La première réponse, c'est que oui, le processus et les outils permettent de générer des idées. Et si vous discutez pendant le moment du repas avec les participants, vous apercevrez qu'ils n'ont pas eu de difficulté à générer ces idées. Le principal point de blocage par rapport à des idées océan bleu, c'est la prise de décision. C'est un peu ce que vous allez faire quand vous allez voter, parce que ce qu'on amène, c'est quelque chose qui casse les standards de votre industrie. Donc, c'est pas évident a priori de dire ouais, ça c'est bien, ça correspond à ce que veulent mes clients, parce que c'est pas ça qui a été recherché a priori. Ce qui a été recherché, c'est cette divergence et la valeur qui est apportée. Donc, rappelez-vous-en au moment du vote. Ce que vous allez voir, c'est peut-être dérangeant. Vous allez vous poser des questions sur le comment. La deuxième difficulté qu'on a, c'est la difficulté de simplicité. Alors là, on est encore au stade initial du développement des idées, donc elles sont relativement simples. Souvent, quand ces idées commencent à être mises en œuvre, il y a des cloches et des sifflets qui sont rajoutés, et on a tendance à les complexifier. Donc, je vous encourage, c'est d'abord dans votre choix aujourd'hui à faire fi de vos décisions habituelles. Et puis, ce que je voudrais, c'est apporter aux entreprises qui vont vouloir aller soit toutes seules, soit ensemble vers ces idées océan bleu, de se rappeler que dans les 2 mois, 3 mois qui viennent, il ne faut pas rajouter de la complexité aux idées qui vont vous être présentées. Alban,